4 mesures ont été prises par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. C'était mercredi 27 avril 2022 pour faire face au phénomène de la vie chère alors qu'il s'adressait à la nation à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de la cession du pays à la souveraineté internationale. Togo, vie chère, que faire? Notre invité est Monchou Kokou Tchampsi. Il est l'initiateur du Fonds d'investissement populaire, premier gérant de la société d'investissement populaire INADI et directeur exécutif de l'ONG ASDI. Bonjour, vous allez bien? Monsieur Michel, je vais très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, vie chère, que faire? Avant de répondre concrètement à cette question, on va analyser les mesures qui ont été prises par le premier responsable togolais. La première mesure concerne les agents de fonction publique, parapublique et les retraités qui ont bénéficié d'une suspension dès le mois de mai jusqu'en fin d'année du remboursement de l'avance d'un mois sur salaire à eux accordé en début d'année. Oui, effectivement, en début d'année de janvier, nous étions quand même un peu surpris d'apprendre que le chef de l'État a accordé un prêt aux agents de la fonction publique pour qu'ils puissent supporter le mois que nous appelons souvent la janviose. Voilà. Et donc, déjà cette mesure, après l'analyse, ne nous avait pas convaincus. Du moment où, lorsque moi, par exemple, en tant que père de famille, je ne pourrais jamais conseiller mon enfant qui est à la maison de faire un prêt pour fêter. Voilà. Quelle que soit la fête, je ne peux jamais lui dire, bon, tu peux prendre un prêt pour aller faire la fête parce que c'est pas bien. Je dois plutôt lui demander d'économiser pour investir, pour se construire, pour faire quelque chose de sa vie. Et donc, quand la mesure était venue, on l'avait pris un peu timidement, mais ça a quand même aidé beaucoup de Togolais à joindre les deux bouts. Certains, à cause de ce fonds, ont quand même claqué tout leur salaire du mois de décembre dans les fêtes de fin d'année. Et donc, très rapidement, ça a commencé par peser sur beaucoup de Togolais qui étaient dans la situation. Si tu avais, par exemple, je ne sais pas, 100 000 à la fin du mois, dorénavant, tu prends que 90 000. Déjà avec la hausse des prix qui était déjà là depuis l'histoire du coronavirus et tout ça, ça commençait pas à peser. Sincèrement, il y avait quand même des grognements en coulisses, quoi. Voilà. Et donc, je pense que on a filé le secret à notre président de la République pour qu'il puisse prendre cette mesure qui est quand même salutaire. À saluer. Ce n'est qu'une justice. Je dirais que prochainement, si le chef de l'État voudrait gracier nos fonctionnaires pour avoir bien travaillé au cours de l'année, que ce soit un 13e mois, comme ça tout le monde sait que c'est bien fait et puis c'est bon. Ça, c'est plus clair. C'est plus clair. Allez, la deuxième mesure, les acteurs du secteur informel, notamment les commerçants, qui ont pour cadre d'activité, les marchés seront exemptés ou bien ont été exemptés de leur paiement de taxes de tickets de marché au cours des 3 mois prochains à compter de mai, donc 2022. Ça, c'est la deuxième mesure. Effectivement, tout d'abord, avant de commenter, je dirais que les conseillers de notre chef de l'État ne font pas leur travail. Vous le pensez? Sincèrement, il faudra quand même que le chef de l'État songe à les remplacer carrément, ou bien même à leur mettre du feu aux fesses pour qu'ils puissent commencer par travailler. Pourquoi je le dis? Parce que la bonne dame qui vend au marché du maïs, du soja, ou bon, je sais pas, à des mecs Boma, tout ça là, elle n'a pas de difficulté à donner 50 francs à la fin de la journée pour payer son ticket de marché, quoi. Voilà. Et donc, tout d'abord, cet argent n'agit pas sur le prix des produits. La dame qui a vendu, je ne sais pas, 100 bols de maïs dans la journée, les 50 francs n'agissent pas sur les 100 bols. Donc, il n'y a pas d'impact concret sur la vie. Si on prend que les bonnes femmes qui sont au marché, ça n'a pas d'impact sur leur vie d'abord. Ensuite, quand on prend ceux qui viennent acheter et qui doivent être plutôt visés par les mesures, ça ne les impacte pas non plus. Et donc, je dirais que c'était un non-événement. Les vraies mesures sont là, je suis sûr qu'il doit les avoir dans ses tiroirs. Vous les avez aussi peut-être. Bon, nous on fera quand même des propositions et des suggestions.
et quitte au chef de l'État et au chef du gouvernement de voir leur application, comment faire pour que les Togolais puissent être soulagés. Sinon, ça chauffe. Ça chauffe vraiment. Alors, le chef de l'État togolais a également décidé de plafonner les prix des produits locaux et importés. Les produits locaux concernés sont le maïs, le sorgho, le haricot, le petit mil et le riz. Là aussi, je dirais que c'est un non-événement. Et là-bas, c'est encore plus grave. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que, vous voyez, les agriculteurs ou bien les producteurs au Togo sont les maillons faibles de notre communauté. Quand on parle des pauvres au Togo, c'est cette couche-là qui est pauvre. Voilà. Ils sont à pratiquement 70% de la population. Ils produisent du maïs dans des conditions pas possibles. Déjà, les prix pratiqués ne valorisaient pas le maïs, la production du maïs. Parce que si vous voulez produire du maïs avec les moyens qu'il faut, vous devez dépenser autour de 280 à 300 000 francs CFA pour 1 hectare de maïs. Et dans nos conditions ici, les rendements tournent autour de 2 tonnes au maximum pour certains. Ceux qui font mieux, c'est 3 tonnes. Alors, quand vous prenez 3 tonnes et vous divisez par le prix, les anciens prix de maïs, vous allez voir que les gens vendaient à perte. Et cela ne devrait étonner personne, puisque si on observe la vie de ceux-là qui produisent, oui, ils ne vivent pas comme des gens qui sont à l'aise ou bien qui vivent bien. Et donc, comment faire pour envoyer leurs enfants à l'école? Comment faire pour subvenir aux besoins de santé de leur famille, les nourrir tout au long de l'année? C'est devenu problématique. Alors, prendre des mesures pour dire qu'on plafonne le prix des produits agricoles, c'est très grave dans la mesure où ces messieurs-là n'ont même pas bénéficié de subventions pour la production à la base. Et donc, à ce niveau, nous, on dit tout simplement que le gouvernement pouvait faire autrement. En rachetant, par exemple, le maïs auprès des bonnes femmes et en revendant à son prix. Parce qu'aujourd'hui, les bonnes femmes disent dans les marchés, quand vous y arrivez, que ça, c'est pas le maïs de fort. Voilà. C'est pas le maïs de fort. Allez payer le maïs de fort. C'est pour faire référence à cette mesure qui n'est pas appliquée. C'est-à-dire que c'est notre maïs. Oui, parce que la dame a payé à un prix. Ouais. Et d'ailleurs, vous êtes sans savoir que le prix, ou bien les prix au niveau des péages ont été augmentés au cours de la période. Donc c'est passé de 300 à 500 francs. Ça agit quand même sur le prix du maïs. Le prix d'achat, oui. Oui, le prix du maïs. Puisque après avoir acheté, il faut transporter. Oui. Ensuite, il y a eu l'augmentation des prix des produits pétroliers comme l'essence, le diesel et consorts. Ça aussi, ça a des impacts parce que les transporteurs ont augmenté leur prix. Ça a des impacts sur les produits qui viennent dans les marchés. Et donc, plafonner ces prix sans tenir compte des prix d'achat à la base, ni des prix de production, c'est vraiment un non-événement qu'il faut revoir. Vous voulez dire qu'en voulant résoudre le problème, on l'empire? On empire le problème et c'est dommage, vraiment. Alors, on va analyser également la quatrième mesure également qui a été dévoilée, c'est pour lutter contre la vie chère, c'est que les bénéficiaires des produits du Fonds national de finances inclusives, FNFI, ont bénéficié d'une réduction de 2 points du taux d'intérêt dans toutes les localités, de 4 points dans les zones réputées vulnérables. Comment vous voyez cette mesure? Les bonnes dames qui ont pris ces financements-là peuvent peut-être se réjouir. Ouais. Mais la question qu'on va se poser, c'est quelle est la proportion de cette couche-là par rapport à la grande population. Et donc, je dirais que les mesures devraient être autres. On pouvait par exemple encourager les banques dans ces conditions-là à octroyer plus de crédit. Bon, je sais qu'on va en venir quand même, plus de crédit à un taux acceptable aux entrepreneurs agricoles, par exemple, pour booster un peu plus la production à la base. Ce serait beaucoup mieux. Ou bien même amener les microfinances à revoir catégoriquement leur taux de crédit à la baisse sur toute l'étendue du territoire. Ouais. C'est vrai que ces mesures demandent beaucoup de fonds de la part du gouvernement.
Mais c'est des mesures audacieuses à prendre à un moment donné si on veut que le problème ne se pose plus dans les années à À venir. venir. Parce que les femmes qui payent les crédits, bon, 2% c'est beaucoup, mais avec le temps, ça ne va pas tellement se faire sentir. Parce que ça, c'est déjà un remboursement. Donc, ils vont sortir de l'argent pour rembourser. C'est vrai qu'il y a un peu qui reste dans la poche, mais ça n'impacte pas vraiment sur les mesures, sur la vie chère au Togo. Voilà. Alors, vous l'aviez dit en off, la vraie mesure, c'est celle-là qui a été prise récemment. Oui, Ça fait 2 ou 3 semaines. Il y a eu un communiqué du ministre du Commerce, je pense, qui a exonéré de la TVA sur certains produits de première nécessité qui sont importés. Et donc, cette mesure-là, vraiment, elle est à féliciter parce que ça fait partie des vraies mesures de lutte contre la cherté de la vie. Et selon vous, c'est là où les conseillers ont commencé par travailler? Je pense bien qu'ils écoutent aussi les Togolais qui réclament ces mesures-là sur les médias. Parce qu'il y a eu beaucoup d'émissions où les gens ont parlé de cette mesure. Et il n'y a pas que ça, il y a encore d'autres mesures. Et j'espère qu'ils vont également les mettre en pratique. Parce que c'est très important qu'on réduise un peu la pression sur les ménages aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de ménages ne trouvent même pas à manger. Il y en a qui dorment le ventre vide et il y en a, il faut voir comment ils tirent le diable par la queue. Et donc, dans ces conditions, il y a beaucoup de nécessités qui sont reléguées au deuxième plan. Oui. Voilà, donc il faut choisir entre deux mots. Il faut choisir. Et donc, c'est difficile pour certaines familles aujourd'hui de pouvoir survivre. Et comme nous allons parler des mesures que nous proposons, justement, on peut les attaquer même, vu votre position actuelle. Vous pouvez faire des propositions, lesquelles? La première des mesures, c'est ça qui vient d'être prise, c'est l'exonération de la TVA sur les produits de première nécessité. Comme je l'ai dit, c'est à féliciter. Il y a également les taxes douanières, parce que, bon, je reviens un peu sur la TVA, elle représente 18%. Tout produit importé, ça fait 18% qu'on verse à l'État. Pratiquement, ça fait 20%, c'est-à-dire le cinquième, pratiquement. Et donc, exonérer cela réduit considérablement le coût du produit pour le consommateur. Et encore faut-il veiller à ce que ce soit réellement appliqué par les commerçants, sans quoi cette mesure ne servirait qu'à enrichir encore les riches au détriment des pauvres. Ouais. Voilà. Et la deuxième mesure, c'est l'exonération des taxes douanières sur les mêmes produits. Si on arrive à le faire, on peut diviser les coûts actuels par 2 et revenir même pratiquement aux anciens prix. C'est des mesures très coûteuses, mais qui peuvent aider la population d'abord à se sentir à l'aise, mais sur le long terme, ça peut aider le gouvernement à s'en sortir mieux. Comment? Lorsqu'on va exonérer les taxes là sur les produits de première nécessité et tout, le consommateur va se sentir beaucoup mieux. Alors quand il se sent beaucoup mieux, il y aura quoi? L'épargne. Et quand il y a l'épargne doit nourrir maintenant quoi? L'entrepreneuriat local. Et quand l'épargne va nourrir l'entrepreneuriat local, les produits locaux vont prendre de l'ampleur. C'est-à-dire la production locale va prendre de l'ampleur. Et quand la production locale va prendre de l'ampleur, vous savez, il y a des économistes qui ont fait des études pour dire que les produits importés rapportent plus à l'État que les produits locaux. C'est archi faux. C'est archi faux. Nous, on a fait d'autres études qui nous ont prouvé le contraire parce que les produits locaux, d'abord, c'est des investissements sur le plan local. Secondo, il y a des salaires sur le plan local et toute une batterie de fonctionnement. On appelle souvent les trucs, les emplois indirects. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, ça concourt beaucoup plus à faire circuler de l'argent dans le pays. Et donc, ça fait que l'argent qui circule dans le pays concourt au PIB, qui est un des indicateurs de développement. Oui, que l'État cherche toujours à revoir à la hausse. Et donc, cette mesure va beaucoup aider. L'autre mesure encore, c'est le salaire des Togolais.
C'est la voie de Fondor que beaucoup n'aiment pas toucher. C'est vrai que ça fait très longtemps déjà que le SMIC togolais a été plafonné à 35 000 francs CFA. Et il est temps. Il faut l'augmenter. Comme peut-être le Bénin, vous voulez dire? Oui, oui. Parce que le Bénin l'a fait. Ils sont passés de 40 à 52 000, si je ne me trompe pas. Et donc, le Togo peut faire un effort, rien qu'en doublant au moins ce SMIC-là pour soulager. Parce que si vous faites aujourd'hui doubler, est-ce que ce n'est pas trop, en ces temps critiques, vous l'aviez dit tout à l'heure, ces mesures sont coûteuses? Les mesures sont coûteuses, mais c'est encore ces mêmes mesures qui vont nous aider à nous développer. Ouais. Et nous allons parler tout à l'heure du développement endogène. Nous allons toucher quelques réalités de ce développement-là. Et ça va revenir encore au niveau des salaires. Lorsqu'on va doubler les salaires des Togolais, nous voyons déjà que les prix des produits de première nécessité, ce qu'on payait avant à 150, 200, est aujourd'hui à 500, 600. Donc ça, c'est que ça a triplé à ce niveau. Alors, quand on va doubler le salaire du Togolais, c'est qu'on lui permet juste de mieux vivre dans son environnement actuel. Voir que les produits pétroliers aussi ont pris de l'ampleur, ont augmenté de prix dans la foulée 2 fois déjà, et il y a une 3e fois qui arrive. Bientôt, l'essence sera à 1000 francs. Et donc, doubler ce salaire va permettre aux Togolais de respirer. Maintenant, le bas blesse au niveau du gouvernement parce que à leur niveau, ils n'ont pas beaucoup de leviers sur lesquels appuyer. Voilà, le budget de l'État n'a pas beaucoup de leviers. Et justement, est-ce qu'il faudrait prendre ces mesures, ces propositions en même temps ou par étapes propédeutiques? Bon, en fait, ces mesures devaient se prendre depuis déjà très longtemps, depuis l'année passée par exemple. On devait commencer par prendre certaines mesures parce que le coronavirus a étranglé d'abord tous les Togolais. Voilà. Et donc, doubler maintenant avec la crise, ça devient autre chose. Donc, aujourd'hui, c'est des mesures urgentes à prendre si on veut sauver encore les Togolais. À moins qu'on veuille faire un développement sans la population. Il y a ça aussi. Et c'est ce que les Blancs veulent de nous. Les Occidentaux veulent que nos pays africains soient des pays développés avec des taux de croissance de 2 chiffres par exemple. 2 chiffres, sans la population. Sans la population. Et dans ces conditions, vous allez voir que c'est des investisseurs qui viennent d'ailleurs pour mettre de l'argent dans... C'est-à-dire sans la participation de la population ou sans que la population bénéficie de ce développement. Ce développement ne bénéficie pas à la population parce que quoi? Premièrement, ceux qui amènent l'argent et qui investissent dans les grandes entreprises, il y en a beaucoup, ils ont investi juste 2 milliards, 3 milliards, mais ils partent chaque année avec plus de 100 milliards. Ils rapatrient plus de 100 milliards de bénéfices. Donc, c'est les Togolais quand même qui sortent de l'argent pour acheter. En fait, dans une économie, vous devez savoir que lorsque il y a un produit qui est produit sur le plan local, si ce produit-là génère de la valeur ajoutée, c'est avec cette valeur ajoutée qu'on doit redévelopper le pays. Donc l'argent avec lequel les investisseurs partent, c'est-à-dire le bénéfice-là qu'ils prennent pour partir du pays, si ces bénéfices restaient au pays, ça devait aider à construire. Supposons que c'est des Togolais qui investissent. Et donc, le bénéfice leur revenait. C'est des consortiums ou bon, des actionnaires, voilà. Et donc, à la fin de l'année, on dit, ah, vous êtes 1000, mais on a gagné 100 milliards. On se partage. Alors, chacun va faire quelque chose quand même sur le plan local avec cet argent. Même s'il ne fait rien dans l'immédiat, l'argent là va aller dans les banques. Les banques peuvent l'utiliser pour financer d'autres projets, et c'est ça qui fait que le pays se développe. Mais dans nos conditions, les entrepreneurs, les investisseurs viennent d'ailleurs, ils investissent chez nous et ils rapatrient les bénéfices chaque année. C'est vrai, ils payent des salaires. Mais ces salaires-là, nous aussi, si c'est nous qui avons créé ces entreprises, on peut les payer aux Togolais. Donc, dans ces conditions, l'investissement, quand le salaire du Togolais est bon, acceptable, il va épargner. Quand il va épargner, il va investir sur le plan local. Quand il investit sur le plan local, c'est le Togolais qui grandit. Et quand le développement vient de façon endogène de la population elle-même, ce développement-là est plus durable. Alors, c'est une bonne proposition. Moi-même qui suis ici, quand on multiplie mon salaire, je serai très content. Mais est-ce qu'on a les ressources? L'État a les ressources pour faire tout cela en même temps? Je dirais que l'État a les ressources.
dans la mesure où un pays ne fait jamais faillite, ça c'est un. De deux, le pays peut lever des fonds sur le plan national comme sur le plan international pour financer ses activités. Et ce qui est plus important, je ne l'ai pas encore dit, c'est le financement de la production à grande échelle. Ça, je ne l'ai pas dit. C'est quoi en français facile? En français facile, il faut que cette année, par exemple, qu'on fasse en sorte que le Togo produise 3 à 4 fois la quantité de maïs que le Togo produisait les années passées. Et pour y arriver, il y a un plan directeur qu'il faut suivre. Et ce plan-là doit être suivi à la lettre. Depuis des années, j'apprends qu'il y a des fonds pour financer les agriculteurs, mais ces fonds-là ne vont jamais aux agriculteurs. Ces fonds-là restent dans les mains des dignitaires, des gens qui ont des ressources ou bien qui ont des connaissances dans les banques, qui s'en vont prendre ces mêmes fonds. Eux, ils sont déjà peut-être des fonctionnaires et autres, mais ils s'en vont prendre encore ces fonds et ils font des trucs. Le paysan qui doit normalement bénéficier de ce fonds est laissé pour compte et il continue pas à végéter dans la pauvreté. Ce n'est pas ça dont je suis en train de parler. Je parle des actions concrètes comme on a parlé par exemple d'Agropole de Kara. Oui, Agropole, c'était un bon concept, mais ici, on va l'adapter à la population, on va l'amener au niveau de la population. Pourquoi ne pas déblayer des centaines d'hectares à côté de chaque village et partager ça aux membres du village pour qu'ils puissent cultiver, leur fournir les semences et l'engrais nécessaire pour qu'ils puissent produire en grande quantité. Lorsqu'on aura des stocks chez nous, on pourra vendre à l'étranger. Surtout vu l'impact de cette guerre aujourd'hui en Ukraine, on voit la nécessité pour tous les pays africains de produire suffisamment. Et justement, on apprend des autres. La Russie avait été sanctionnée en 2014. Et donc, les sanctions ont étranglé la Russie économiquement. La Russie a souffert. Elle en a profité pour... La Russie a pris des mesures en investissant lourdement. Dans les années 2008, c'est la France qui était le premier pays producteur de blé en Europe. En Europe. Mais aujourd'hui, la Russie a doublé la production de la France. Rien qu'en investissant dans la production locale. Pourquoi on n'apprend pas de ces scénarios? Pourquoi on ne fait pas comme eux pour nous adapter et profiter de ça pour être autonome sur le plan national comme sur le plan international? Parce qu'aujourd'hui, il y a des fonds, il y a des fonds, ils viendront dire, bon, nous on va vous financer, on va vous apporter ceci, on va vous apporter cela, mais contre des conditions. Souvent, on critique nos gouvernants, on dit, oui, vous privatisez tout, comme je l'ai fait pendant longtemps, mais quelque part, on leur impose ça. J'avais dit que le gouvernement n'avait pas beaucoup de mains libres sur les leviers de son budget, parce qu'une bonne partie du budget vient justement du FMI. Alors, le FMI dit, avant que je t'accorde de l'argent, il faut que tu privatises tout. Et dans ce processus de privatisation, c'est les fonctionnaires du FMI même qui envoient les sociétés qui peuvent prendre le relais. On dit, bon, telle société est très bonne dans la matière, ils ont des références, voilà, si vous pouvez travailler avec eux, ils viennent avec de la corruption à outrance aussi, comme on l'a appris tout récemment avec... Jean-Yves Le Drian, sur l'histoire de passeport au Mali. Et c'est ce qui se passe souvent en coulisses. On met tellement parfois la pression sur nos gouvernants, on leur impose des choses. Parfois, ils sont obligés d'accepter au risque de perdre le pouvoir ou bien de perdre leur vie. Et donc, par la suite, c'est la population qui paye. Alors qu'eux, ils s'enrichissent à nos dépens. Voilà. Est-ce que vos propositions... Vous faites des propositions, elles sont souvent prises en compte? Je crois que oui. Quand j'observe souvent, après des émissions, certaines mesures qui sont prises, je crois que nous sommes quand même écoutés. Pas comme on le veut, mais parfois le message passe, parfois non. Et nous saluons quand même ceux qui écoutent également aussi ces émissions, qui arrivent à piocher quelque chose dedans. Parce que critiquer quelqu'un ne veut pas forcément dire être contre lui. Non. Le critiquer, quand il prend des mesures, que tu vois que ces mesures-là ne sont pas les mesures idoines qui peuvent nous sauver nous tous, c'est d'ailleurs un devoir citoyen de critiquer ces mesures et de faire des propositions, des contre-propositions. Donc dans mes propositions également, je parlais des péages. Il faut réduire le prix au niveau des péages, comme avant, pour faciliter la circulation. Parce que c'est un autre rouleau d'étranglement. Il y a la TVM
qui a été aussi pris dans la foulée, ça a commencé avec 2021, ça a été exonéré sur les véhicules qui transportent les marchandises. C'est déjà bon. Mais il faut aussi voir les véhicules qui transportent les personnes, parce que c'est ces personnes-là aussi qui s'en vont dans les marchés pour payer. Cela veut dire que les efforts sont faits, mais il faut regarder très loin. Il faut les multiplier encore et encore, jusqu'à ce que la population puisse se sentir un peu à l'aise. Puisque la gouvernance, c'est quoi? C'est cette façon-là de prendre tout ce dont dispose le pays, oui, de les jauger, voir leur utilisation, comment les redistribuer pour mettre quoi à l'aise justement cette population. Et quand cette population est à l'aise, c'est elle qui vote. Quand le moment va venir, on va voter pour vous voter, parce que avec vous avez mis la population à l'aise. Voilà. Alors, nous sommes à 2 minutes du terme de cette rencontre, de cet entretien. Vous avez voulu aussi insister sur le développement endogène. C'est vrai, vous avez touché quelques points. Est-ce qu'il y a encore d'autres points? Il y a beaucoup de points. On n'a pas suffisamment de temps pour en parler. En fait, le développement endogène et intégral, c'est ce développement-là qui se fait depuis la base et qui remonte vers le haut. Et dans ce processus, d'abord, le premier volet, c'est le financement. Le financement devrait être mobilisé sur place. Parce que quand le financement sera mobilisé sur place, elle sera mieux gérée. Parce que vous prenez l'argent des gens qui sont à côté de vous, ils vous voient. Quand vous voulez mal gérer, ils vont dire hey, c'est mon argent, hein. Il faut le diriger comme ça plutôt. Et c'est déjà un bon point. Il y aura moins de vols parce que celui-là même qui gère a contribué. Vous voyez, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est de partir à la base, voir quelles sont nos priorités. Nos us et coutumes, piocher dans ces genres de choses notre personnalité. Par exemple, depuis un moment, les Togolais ne tissent plus le coton. Ceux qui font les pagnes artisanales, ils disparaissent. Les forgerons également disparaissent. Ainsi de suite. Alors qu'on doit partir de ces messieurs-là pour bâtir une économie forte. Et quand on va bâtir une économie forte qui est basée sur le développement depuis la base, on va voir qu'on sera à l'aise. On n'aura pas besoin des experts pour venir montrer aux gars comment forger le fer. Non. Voilà. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Montchou Kokou au Tchamsi, c'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps. On va se revoir sans doute la prochaine fois. Vous êtes initiateur du Fonds d'investissement populaire, premier gérant de la Société d'investissement populaire. Nabi est directeur exécutif de l'ONG ASDI. Tout cela parle de la vie chère sans doute. Merci beaucoup à vous. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.